Donc je voudrais, avant de passer la parole à ceux qui interviendront sur la table ronde, replacer dans son contexte cette réunion aujourd'hui sur le thème « La culture et le patrimoine au service du développement économique ». C'est une expression que je ne partage pas complètement, même si on a l'habitude de l'employer, parce que le développement économique, ça n'est pas une fin en soi, c'est un outil qui est au service de la qualité de vie, c'est-à-dire tout simplement du bonheur de nos concitoyens. Si on ne fait que du développement économique et qu'on oublie le reste, ou si on fait le reste en oubliant le développement, les choses se coincent. Et donc, ce patrimoine doit être au service de cette économie. Le tourisme en fait partie également pour la qualité de vie dont je parlais. Notre territoire étant doté d'une grande richesse sur les plans du patrimoine naturel, historique et artistique, il était donc logique de nous inscrire également dans ce projet. Nous nous projetons d'ores et déjà vers la prochaine édition 2020 pour valoriser ce grand panel de sites remarquables de notre territoire, parce qu'on n'a pas fini de vous étonner, l'Ariège est très riche. Le château de Foix, forcément, on va en parler dans un moment, mais on va un petit peu inverser. On va commencer par un autre élément patrimonial important de notre département, qui est la grotte du Mas d'Asile. En 2005, la DRAC, bien sûr, qui s'intéresse aux monuments historiques, et c'est bien son rôle, a effectué un diagnostic. Et le diagnostic, il était sans appel par rapport à la situation de la conservation qui était critique. Et la DRAC envisageait la fermeture pure et simple de la grotte du Mas d'Asile. Nous avons décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de dire non, non au bricolage. Par contre, un projet de valorisation, oui, avec tout ce qui va avec, et donc en s'entourant de tous les services de l'État, du département, de la région. Au-delà de l'accroissement de la fréquentation qui était souhaité, bien sûr, il est aussi d'autres retombées qui sont plus indirectes, mais qui sont aussi malgré tout palpables. Je parlerai de l'apparition de nombreux projets locaux d'installation sur le site ou bien à proximité. Quand Raymond Berdoux dit « Moi, si on me fait un bâtiment d'accueil, il sera à l'intérieur de la grotte », nous, on tombe de l'escabeau, parce que s'imaginer qu'à l'intérieur d'une grotte classée monument historique, connue depuis toujours, on puisse construire un bâtiment d'accueil, ça s'appelle du courage politique. Donc là, on a en effet un ensemble qui est absolument remarquable, et qui est remarquable à plusieurs titres. Mais c'est également source de problèmes. C'est-à-dire que c'est d'abord une percée géologique. Donc pour les gens qui découvrent le lieu en arrivant, c'est en effet assez stupéfiant de voir cette espèce de gigantesque porche de 70 mètres de haut. Un site qui est très chargé au niveau de l'archéologie française, c'est quelque chose de très important. Et puis on a par ailleurs un statut de monument historique. Donc en gros, pas de terrassement. Donc on a dû créer un bâtiment qui soit quasiment un mécano à monter à sec, posé, simplement posé en fait sur le sol. Il y avait également tous les escaliers, tous les cheminements qui ont été repris. Et une des contraintes qui nous était donnée, qu'on donne toujours dans les sites, c'est là aussi de ne pas toucher aux strates archéologiques. Et il y a eu un travail tout à fait particulier de fait avec un concepteur lumière, donc qui est la société ETI, qui a permis non seulement d'éclairer le parcours, c'est-à-dire le travail, je dirais, classique de balisage d'un circuit, mais aussi de révéler les volumes intérieurs. Mais on avait un enjeu, et grâce au bâtiment créé, grâce à la pyramide du Louvre qu'avait commandé, parce que c'était ça la commande, c'était la pyramide du Louvre à l'intérieur de la grotte de Raymond Berdoux, on est arrivé à répondre à la problématique qui était de, 1, répondre à la satisfaction client, 2, de garder des gens sur le territoire. Raymond l'a dit tout à l'heure, 5 restaurants supplémentaires se sont ouverts. Et 3, de ne pas perdre en termes économiques des retombées qui permettaient à la commune, et ce n'était pas facile, de rembourser son emprunt sur ce site-là. Depuis 2001, on avait réfléchi à savoir comment ce château, qui est le site le plus visité du département, pouvait devenir un outil de développement local et gagner quelque part des parts de marché dans Foix, ville touristique. On doit travailler complètement différemment. On s'est associé avec 4 personnes qui sont en train de nous faire une création extraordinaire. Ils sont arrivés à nous faire des super personnages. Là, 4 mètres de haut, c'est ça.
ça va faire ça. Donc vous imaginez la taille un peu des personnages dans une grande salle comme ça. On a des Canadiens, ils parleront tout à l'heure, et oui. Donc on leur a dit, ben voilà, on veut un projet qui bouge, un projet de présentation du livre de la chasse. On a un livre là qui va s'ouvrir, et le sanglier qui est sur le livre, il va sortir du livre, il va s'en aller sur les murs. Je n'en dirai pas plus avec le son, etc., etc. On a aussi l'enjeu d'apprendre en s'amusant, ou de s'amuser à apprendre. Au Pixido, par exemple, est en train de créer un jeu sur la bataille de Lonac. Sur le château, l'idée c'est d'être vraiment dans une expérience que ludique, du plaisir de découvrir un peu ce château. Alors voilà, à travers des animations, à travers des machines de guerre, on va créer des échafaudages. Donc c'est vraiment visiter un seul site, mais en proposant 2 types d'expériences différentes. Quand on va proposer à un gamin, après avoir vu un spectacle immersif, après avoir utilisé un compagnon de visite très, très technologique, de tailler de la pierre, de toucher de la matière, là, on a vraiment une expérience de visite très complète. Au Canada, on voit quand même beaucoup de projets passer. Celui-là, quand l'équipe artistique et d'ingénieurs l'a vu, on a vraiment été intéressés par pas seulement la forme, mais le fond que ça évoquait. Et nous ne croyons pas que la technologie peut venir remplacer tout. Au contraire, elle peut venir d'une façon très modérée, faire les traits d'union ou remplir les vides qui se trouvent ici et là. On est parti aussi du même constat. Hein. On est parti du constat que le visiteur du château ne restait pas à Foix. Il montait au château et ensuite il repartait. Et on a eu l'opportunité, en tout début de mandat, de rentrer dans un réseau de villes créatives grâce à un POCTEFA, les routes singulières. Nous avons eu cette idée de créer un lien, un trait d'union encore entre la partie patrimoniale de la ville et la partie plus contemporaine et plus moderne. Et c'est aussi faire un trait d'union entre la population qui fréquente ces lieux de culture et celle qui n'ose pas. Le premier artiste qui a travaillé sur cette route est un auteur toulousain qui est Benoît Séverac. Nous allons avoir une histoire au pied du château qui se passe en 2032 ou 40, je ne sais plus. Une histoire de clivage entre la partie moderne et la partie ancienne de Foix. Je ne vais pas en dévoiler plus. Et la seconde artiste qui intervient sur le projet est Christelle Diop, qui est une calligraphe plasticienne ariégeoise qui vient de Saint-Giron. Le rôle de Christelle, c'est de s'approprier la nouvelle de Benoît, les mots de Benoît, et d'en faire des œuvres et le cheminement entre plusieurs places qui va créer ce lien entre la vieille ville et la ville moderne. On n'est pas sur les plages du débarquement ou même pour la gare de 14-18 sur plusieurs musées dans le nord de la France où il y a de vraies valorisations économiques de ce genre de patrimoine. À l'inverse, en évoquant tous ces événements de la période 39-45 d'un point de vue local, notamment en insistant sur l'exode des Espagnols à la fin de la guerre civile, ou les maquis mais ariégeois, c'est sûr que les flux ne sont pas les mêmes, mais on a une satisfaction comme ça à la fois des jeunes, des enseignants, également d'un public qu'on avait peut-être sous-estimé au départ, un peu âgé, qui revient un peu se ressourcer l'été sur les terres de leur enfance ou parfois une fois de retour à la retraite. Donc un établissement qui, plutôt que du développement économique, finalement fait du lien social et culturel. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser le tourisme comme élément d'appropriation et comme élément de valorisation. Par moment, quand j'habite quelque part, quand j'ouvre mes volets le matin, mais comme je les ouvre tous les matins et que je les referme tous les soirs, je me dis oui, c'est là chez moi. Voilà. Mais quand un touriste vient me dire, tu sais, chez toi, il y a quand même un patrimoine de qualité. Et puis qu'un deuxième touriste me dit la même chose, par moments je me dis mais peut-être qu'ils ont raison, et tout d'un coup je regarde mon territoire d'une autre façon. Donc n'ayons pas peur d'utiliser l'activité touristique comme outil de réappropriation par les populations locales. Et puis dans une perspective de développement économique, n'ayons pas peur d'utiliser l'activité touristique comme un outil de valorisation et de retombées économiques. N'en ayons pas peur.